Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Tête de cochon, Hydravion et Méditerranée. Ouinc ouinc la famille. Ouais, alors au début je l'avais fait en essayant d'imiter un cri de cochon et je me suis dit que c'était pas super sympa de commencer l'émission en vous mettant ça dans les oreilles. C'est parti, bienvenue dans Animedia et aujourd'hui je suis super content parce que je vais enfin vous parler dans le podcast d'un premier film Ghibli, d'un film de Miyazaki. Qui plus est, ouais, ça n'était jamais arrivé. J'avais déjà fait du Disney, du Pixar, etc. mais pas encore de Ghibli. Et je vais vous parler, alors pas forcément du film le plus cité quand on pense à ce studio. Je sais qu'il est quand même globalement apprécié, même s'il est trop souvent et à tort considéré comme un film mineur dans la filmographie de Miyazaki. Il s'agit de Porco Rosso. Je vais attaquer très vite parce que vous vous en doutez, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Alors rappelons tout de suite la structure du podcast. Il y aura d'abord une longue critique où je reviendrai en long, en large, en travers sur le film, sur sa portée politique, féministe, etc. Ensuite, une partie contexte, où là, il s'agira plutôt d'aborder le contexte de création du film, ainsi que le contexte de sa sortie en France spécifiquement, où en était l'animation japonaise à ce moment-là. On y reviendra. Ensuite, on se posera la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir, c'est pour qui Porco Rosso? Et enfin, on le reclassera dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Je préfère vous prévenir, le film a 33 ans maintenant, et puis vous en avez l'habitude, si vous êtes un fidèle du podcast, je vais spoiler. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, si jamais vous avez la chance de ne pas encore avoir vu Porco Rosso, eh bien, allez-y et revenez m'écouter ensuite. Allez, accrochez-vous bien, on décolle vers les eaux turquoises de la Méditerranée. L'imprévu, le danger et le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Les pirates ont pris les petites filles et les pièces noires. Voici Porco Rosso, un pilote de légende. C'est un chasseur de primes. Il interviendra où vous lui demanderez, mais attention, c'est lui qui fixe le prix et la méthode. Porco Rosso, ne lui marchez pas sur les ailes, ne lui froissez pas le fuselage. On va leur faire une petite surprise. Il a un caractère de cochon, et pourtant, c'est un drôle d'oiseau, Porco Rosso. Tendre avec les dames. Il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité. Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart. J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Porco Rosso. Mais tu es... Qu'est-ce que tu veux? Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous. Ah, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours un petit quelque chose, ces bandes annonces de l'époque, ces bandes annonces un petit peu désuètes aujourd'hui. Il y en aura une deuxième d'ailleurs, un peu plus tard dans le podcast, mais cette fois complètement différente. Je vous laisse la surprise, mais écoutez bien. Revenons-en au pitch. Porco Rosso conte une histoire du port vaillant surnommé le Port Rouge, qui se bat contre les pirates du ciel pour son honneur, pour sa madone d'adoration et pour ses biens. La scène se passe en les mers Méditerranée, à l'époque où l'hydravion gouverne les eaux de mer. Ce pitch, je ne l'ai pas inventé, c'est tout simplement celui qui apparaît à l'écran juste avant le lancement du film. Porco Rosso est sorti au Japon le 18 juillet 1992. Quelle belle année, quel beau mois, franchement. Et le 21 juin 1995 en France, sous le titre Porco Rosso, un pilote de légende. Il est écrit et réalisé par Hayao Miyazaki. C'est le 6e long métrage du studio Ghibli et le 6e long métrage de Hayao Miyazaki.
Miyazaki. Au casting original, on retrouve notamment Shuichiro Moriyama, Akemi Okamura ou encore Akio Otsuka. En VF, c'est pas mal, hein, on a Jean Reno pour faire Porco Rosso, Jean-Luc Reichmann, et oui, Adèle Carasso et même Gérard Hernandez pour faire Papa Piccolo. Alors si vous vous souvenez, Gérard Hernandez, c'est le vieux dans Scène de ménage, la série sur M6. Bon, c'est aussi un grand acteur de théâtre et un très bon comédien de doublage, mais quand même, ça a plutôt de la gueule, surtout pour l'époque, on y reviendra. En version anglaise, oui, je me permets de la citer cette fois aussi parce que c'est Michael Keaton qui double Porco et Carrie Hulse qui double notamment Curtis. Et pourquoi est-ce que je cite Carrie Hulse? Parce que pour moi, ça restera toujours Jonas, le méchant de Twister. Et puis bon, c'est aussi le personnage principal de Princess Bride pour ceux qui aiment les années 80. Le film est bien sûr produit par Studio Ghibli et il est distribué en France par Wild Bunch International. Pour un budget de 9,2 millions d'euros ou équivalent, il a rassemblé en France un petit peu moins de 170 000 spectateurs et 3,5 millions au Japon, ce qui en faisait à l'époque un record pour un film d'animation. Le film a reçu en 1993 le cristal du long métrage au Festival d'Annecy, où il avait d'ailleurs été projeté en même temps que Totoro, et il est actuellement disponible en streaming sur Netflix, comme tous les autres films du studio Ghibli par ailleurs. Alors, par où commencer? Je vous cache pas, il y a quelque chose d'un petit peu intimidant à critiquer son premier film Ghibli, son premier Miyazaki, dans un podcast surtout dédié au cinéma d'animation. Pourquoi commencer par celui-là? Bon, déjà, il faut savoir que j'avais comme idée de le faire déjà l'été dernier. J'en reparlerai, mais le film était revenu sur le devant de la scène à l'occasion d'une certaine campagne politique en France. Et puis parce que, tout simplement, j'ai l'impression que Porco Rosso n'est pas tout à fait estimé à sa juste valeur. À raison avec Ghibli, avec Miyazaki, on cite un petit peu souvent les mêmes, à savoir Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro dans une certaine mesure, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, on le considère un peu trop souvent comme un film pour enfants et il est évacué un petit peu plus rapidement. Et Porco Rosso, c'est pas qu'il est forcément mal aimé, pas du tout, je ne pense pas, mais c'est pas forcément celui auquel on pense et c'est rarement celui qu'on va découvrir en premier quand on va mettre un peu un premier orteil dans l'océan Ghibli. On commence souvent par les grands classiques et puis une fois qu'on a éveillé un petit peu notre curiosité, on va se lancer dans Porco Rosso. Ça a été mon cas. Je ne sais plus exactement le premier film Ghibli que j'ai vu. Alors je vais dire Ghibli, ça va un petit peu changer comme ça au fil du podcast. N'en tenez pas rigueur. Je crois que j'avais commencé par Le Voyage de Chihiro et puis ensuite Totoro, Nausicaa, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel très certainement et Porco Rosso. Ouais, j'ai souvenir de l'avoir vu en DVD sur mon PC, pas dans des super conditions à l'époque. Et pour l'avoir revu ensuite quand j'ai refait avec madame tous les films Ghibli quand ils sont arrivés sur Netflix, je crois que c'était autour de 2020-2021. Déjà, je me souviens qu'il m'avait nettement plus marqué. Et alors là, de le redécouvrir encore, parce que j'ai toujours l'impression de le redécouvrir spécifiquement pour le podcast, j'ai été complètement transporté. Voilà, je divulgage, pour moi, il fait aujourd'hui partie de mon top 5 Ghibli. Je vous le donne pas tout de suite quand même, un petit peu de teasing, je garde le suspense, mais clairement ça fait partie aujourd'hui de mes Ghibli, de mes Miyazaki préférés. Pourquoi? Parce que avant toute chose, pour moi, Porco Rosso, c'est un état d'esprit, c'est un film qui me met, je peux pas trop l'expliquer, ou du moins si, justement, je vais essayer de l'expliquer dans ce podcast, mais dans un état d'esprit particulier, dans un mood. C'est un film qui m'enveloppe comme ça dans une sorte de bulle de douceur, de beauté même, j'y reviendrai là encore. Il y a une ambiance envoûtante qui enveloppe ce film que je trouve absolument prodigieuse. Il y a une mélancolie, un romantisme globalement qui se dégage de tout ça, sans que ce soit jamais triste, attention, hein, mais on sent que les personnages, les lieux qu'on traverse, tout ça a du vécu, ça respire le passé, les gens, les choses transportent ça avec eux, transportent un bagage avec eux, avec, je trouve, une économie à la fois de mots et de moyens. C'est ni le Ghibli le plus spectaculaire, ni celui qui a coûté le plus cher. Et je trouve qu'il en dit énormément sans vraiment forcer. Là où il y en a d'autres qui me laissent un petit peu plus de marbre, notamment Princesse Mononoke, où j'ai l'impression qu'il y a un trop plein de tout. Le garçon et le héron, il y a un petit peu de ça aussi. Là, je trouve que vraiment, en faisant des choix très précis et en choisissant presque de ne pas trop en faire, parce que le matériau de base aussi est assez fin, hein, ça sera pour la partie contexte, mais globalement, ça développe un univers
encore plus riche. Et c'est peut-être aussi la patine du temps, hein. Le film a plus de 30 ans, hein. Ça fait 30 ans qu'il est sorti en France, mais il est sorti en 92 au Japon. Mais il y a un charme très désuet, je trouve, qui se dégage de tout ça. La nostalgie d'une époque que l'on n'a pas connue et que l'on fantasme. À la fois pour nous, évidemment, hein, les années 30, c'est loin, hein, mais aussi pour Miyazaki. Là encore, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est justement une partie de l'histoire qu'il adore et vers laquelle il revient toujours avec plaisir. Mais on sent vraiment un respect, une déférence, l'envie de montrer ça sous à la fois le regard le plus beau possible, mais en même temps sans rien cacher de ce qui se passait à l'époque, même si c'est en toile de fond. Il n'y a pas vraiment de méchant dans le film, mais il y a quand même le fascisme qui est là, qui rôde, dont on sent qu'il va prendre une place bien plus importante par la suite. Mais nous, le film, il se concentre sur cette histoire de Porco, de Gina, de Fio, de Curtis, et qui vivent peut-être les derniers instants de cette ambiance-là, de cette époque où il y a encore des pirates. C'est pas des pirates qui voguent sur les océans, mais c'est tout comme, puisque ils sont à la fois dans les airs, à la fois sur l'eau. Ils sont libres de faire vraiment ce qu'ils veulent. Ce sont les derniers représentants de cette caste-là de marginaux. Ça pourrait presque être un film crépusculaire, mais c'est un film qui est super lumineux, au contraire. Il y a des couleurs hyper franches, le bleu de l'océan, le vert de la terre, le rouge, bien sûr, de l'hydravion. Et tout ça peut sembler simple, voire simpliste, et je comprends pourquoi est-ce qu'on pourrait qualifier de prime abord Porco Rosso comme un Ghibli ou un Miyazaki mineur. Déjà parce qu'il est un petit peu plus court que la moyenne des films de Miyazaki. Il ne fait que 1h30 quasiment à la minute près, hein. Là où effectivement un Chihiro, un Mononoke, même le château dans le ciel sont un petit peu plus longs et prennent beaucoup plus leur temps. Il n'a pas non plus autant pénétré la culture populaire qu'un Totoro, c'est une évidence, ou même que Chihiro ou encore Kiki, hein. On voit pas mal quand même de produits dérivés autour de Kiki, autour du chat de Kiki. Là, Porco Rosso, c'est un poil plus confidentiel. Et puis peut-être que pour certains, il manque justement cette partie fantastique. Quand on aime Ghibli, Miyazaki, c'est aussi pour ça qu'on y va. Et là, c'est une histoire qui est beaucoup plus proche de nous, à la fois géographiquement, puisque ça se passe en Méditerranée, sur les côtes de l'Adriatique, donc entre le nord-est de l'Italie et la Croatie, et un contexte politique aussi, puisqu'on est dans l'entre-deux-guerres. C'est clairement spécifié à des références directes avec des mouvements politiques, avec la Première Guerre mondiale. On sent que la deuxième arrive, donc on est vraiment dans notre monde à nous. C'est très très loin du merveilleux de Mononoke, du château ambulant. On n'est pas non plus sur des sorcières qui volent sur des balais. C'est très très terre à terre avec des gros guillemets, puisque on rappelle quand même que le personnage principal est un cochon qui parle, qui a été un humain auparavant. Donc le fantastique, il est quand même assez réduit. Et peut-être que ça aussi, pour certains, ça donne l'impression d'un film qui est à part, qu'on met un petit peu sur le côté, qu'on regarde comme ça avec respect, mais bon, toi, t'es quand même pas dans le même lot que les autres. Et puis aussi, peut-être parce que l'histoire, les enjeux sont beaucoup plus resserrés. C'est vrai qu'on peut résumer tout ça assez simplement, hein. Porco, c'est un pirate mercenaire de l'air, de la Méditerranée, qu'on appelle quand on en a besoin. Il prend son paquet de fric et il va se retirer sur son île pour vivre peinard loin des humains. Un beau jour, il se fait défier par un Américain qui vient en Méditerranée pour justement prouver que c'est lui le meilleur. Il se fait descendre, il va réparer son hydravion et ensuite il prend sa revanche. Et grosso modo, ça se termine plus ou moins là et on peut résumer ça très grossièrement de cette façon-là. On est loin de sauver le monde, découvrir une cité fantasmée ou même rencontrer des êtres fantastiques. C'est beaucoup plus terre à terre, encore une fois, on y revient. Mais c'est, je pense, un des points fondamentaux qu'il faut avoir en tête pour bien appréhender Porco Rosso. C'est un film qui s'apprécie au-delà de ce qu'on nous montre. C'est le genre de film qui déborde de l'écran. Ça, c'est très très rare. Il y en a assez peu des films comme ça. En tout cas, personnellement, j'en ai assez peu d'exemples. Et pour tout vous dire, ça fait partie de mes films préférés. Quand je regarde Porco Rosso, je suis à la fois pleinement immergé dedans. Dans cette époque, je me mets à la place des personnages, je me prends à rêver de leur liberté, de ce qu'ils sont en train de vivre. J'ai envie d'être dans les avions avec eux, j'ai envie de revivre tout ça. Je suis en pleine empathie émotionnelle avec ce qui se passe. C'est presque difficile à expliquer parce que c'est purement de l'affect et ça tient à assez peu de choses. Mais c'est un pur film romantique et au fond de moi, je suis un romantique. Romantique au sens littéraire
littéraire du terme, c'est-à-dire avec une romance impossible, des illusions perdues, des personnages un peu plus grands que nature, qui ont des destins aussi extraordinaires. Et là, c'est magnifié aussi par un contexte visuellement, musicalement, c'est sublime. Et je pense aussi ce qui peut frustrer par rapport à d'autres Ghibli, c'est le personnage principal. Certains aiment voir un personnage suivre un parcours assez classique. On part d'une situation initiale chez lui et puis on suit son émancipation, son affirmation. Et non seulement on connaît assez de choses sur lui, mais en plus on le voit vraiment se révéler sous nos yeux. Porco, Marco, il évolue assez peu finalement. On arrive dans le film, il est déjà là, c'est déjà un morceau en choix, c'est déjà une légende. Et finalement, à la fin du film, il n'a pas fondamentalement changé. Donc on peut se dire qu'il n'a pas d'arc, que tout ça n'est pas vraiment traité, que c'est juste un morceau d'histoire parmi tant d'autres. Mais personnellement, moi j'adore déjà arriver sur un univers qui est déjà construit et remplir les blancs à ma façon, puisqu'il y a quand même une part d'ombre, une part de mystère, évidemment, autour du personnage de Marco. Si vous voulez, si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, je vais faire une comparaison rapide. C'est un peu l'équivalent pour moi, si vous voulez, de The Witcher, où on contrôle un personnage qui a déjà un passé, qui a déjà une certaine façon de se comporter, qui a une légende, encore une fois, qui le précède, versus me donner un éditeur de personnages où voilà, c'est moi qui crée tout de A à Z, partir d'une page blanche, et finalement mon personnage est l'élu pour être n'importe qui, et c'est ensuite mes actes, mes choix qui vont déterminer qui il est et comment il va écrire sa propre histoire. Alors vous allez me dire, bon, si je préfère l'un à l'autre, c'est peut-être que justement j'ai un manque d'imagination ou alors que c'est un petit peu plus facile de laisser les autres faire le travail d'écriture à ma place, mais je pense pas. Je pense que au contraire, j'aime l'idée de ne pas tout savoir des personnages parce que ce soit Geralt de Rive dans The Witcher ou d'autres, Snake Plissken par exemple dans Escape from New York, il y a un peu de ça, sa légende le précède quand les gens entendent son nom, quand les gens le voient à chaque fois, ah mais je pensais que t'étais mort. On s'imagine des choses, on s'imagine les aventures qu'il a pu vivre. Indiana Jones, c'est un petit peu ça aussi, dans le sens où on comprend quand on le voit dans Les Aventuriers de l'Arche perdue au début que c'est pas son premier rodéo, que c'est pas sa première aventure comme ça. Et on remplit les trous, on imagine au fil du film, au fil des informations qu'on nous donne, des choses qu'on glane par-ci par-là, ce qui a pu passer et ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et c'est encore plus littéral pour Marco, puisque au début on le rencontre en tant que cochon, puis on apprend qu'il a été humain, qu'il y aurait une malédiction qui a été jetée sur lui, et on le voit ensuite sous sa forme humaine dans l'une des plus belles séquences tout Ghibli confondu. Vraiment, je pèse mes mots, hein, d'une poésie, d'une simplicité désarmante. C'est le moment où Marco raconte son histoire qui se passe justement pendant la Première Guerre mondiale entre l'aviation italienne et l'aviation allemande, et où il voit son meilleur ami mourir alors qu'il venait justement de se marier avec Gina, qu'on a déjà rencontré dans le récit. Et lui, bien sûr, il ne veut pas de ça. Il l'appelle, il lui dit non, mais je prends ta place, toi, reviens, t'as quelqu'un qui t'attend. Et lui, il est forcément meurtri de ça. Et c'est une séquence clé, bien sûr, pour le comprendre, qui vient éclairer aussi son parcours qu'on a pu suivre jusque-là, le parcours qu'on s'est fait aussi un petit peu dans notre tête. Et cette scène, elle intervient, qui plus est, entre une séquence de pure comédie, quand Fio et Marco reviennent sur l'île et qu'ils se font alpaguer par les pirates de l'air, et on a Fio qui leur tient tête. On est vraiment dans la comédie pure. Et ensuite, on va avoir la séquence de bravoure, d'action finale du film. Et là, on a ce moment hors du temps, de poésie, vraiment dans le film, avec cette voie lactée d'avion comme ça, qui symbolise tous ces pilotes qui sont morts en combat dans ces guerres plus inutiles les unes que les autres. Enfin, encore une fois, en l'espace de quelques images, Miyazaki arrive à dire tellement que c'est complètement désarmant. Et il y a bien sûr plusieurs interprétations possibles à la transformation de Marco, à pourquoi est-ce que c'est devenu un cochon comme ça presque soudainement. Gina, au début, elle nous dit que potentiellement il y aurait eu une malédiction ou un sort qui lui a été jeté, mais d'un autre côté, c'est un monde où on a l'impression que c'est pas comme s'il allait avoir un sorcier, une sorcière, un magicien qui allait débarquer avec sa baguette et pouf, jeter un
un sort, non. Et ça, je l'avais pas compris, je l'avais pas formulé comme ça les premières fois où j'ai vu le film. Mais les interprétations les plus courantes à ce sujet-là, c'est qu'en fait, Marco s'est transformé lui-même. Il est devenu un cochon en se retirant du monde, en abandonnant ses propres idéaux, en se rendant compte de la stupidité, de la guerre, de la nature humaine. Et à ce moment-là, on comprend bien que même si il est vu par tout le monde comme un cochon et qu'il en est un, c'est une métaphore pour exprimer le fait qu'il est devenu quelqu'un d'autre, que d'un coup, il préfère vivre en marge de la société, penser à lui-même, vivre de façon beaucoup plus oisive, voilà, prendre des contrats à droite à gauche pour gagner de quoi subsister, mais arrêter de participer à ce monde des hommes qu'il ne comprend plus et dans lequel il n'a plus envie de vivre. Et finalement, ça m'a permis d'échafauder ma propre théorie, ou plutôt ma propre interprétation de cette petite scène, de ce petit moment où Fio tourne la tête et se rend compte que Marco est redevenu humain l'espace de quelques minutes pendant qu'il était en train de raconter cette histoire. Pour moi, il redevient justement Marco et il n'est plus Porco le temps de ces quelques minutes-là, parce qu'il arrête de jouer ce rôle-là de marginal en dehors de la société, qu'il se laisse aller à la fois à ses souvenirs, mais aussi à ses sentiments, qui accepte sa part de vulnérabilité, sa part d'humanité, et il laisse un petit peu tomber le masque avant, bien sûr, de redevenir aussitôt ce qu'il est devenu et de redevenir le Porco Rosso qu'on connaît. C'est mon interprétation. Jusque-là, je n'avais pas essayé de chercher à comprendre trop ça. Je voyais comme une espèce de licence poétique, et puis finalement, à force de faire des recherches pour ce podcast, eh bien voilà, ça permet d'éclairer un petit peu mieux les visionnages. Parfois, il faut se servir de ce qui est à l'écran, mais parfois, on a besoin d'éléments extérieurs. Et puis, Miyazaki, vous le savez peut-être, il est assez prolixe, il aime bien parler, voilà, autour de ses films. Et en l'occurrence, eh bien, il a plusieurs citations qui reviennent, qui sont revenues au fil de mes recherches. J'ai pas forcément toujours trouvé les sources à chaque fois, mais il parle justement du cochon et du rapport que les Japonais ont à cet animal. Je cite: pour les Japonais, le cochon est un animal pour lequel on a de l'affection, mais qu'on ne respecte pas. Pour moi, c'est un animal avare, capricieux et qui n'est pas sociable. En termes bouddhistes, il a tous les défauts de l'être humain, il est égoïste, fait tout ce qu'il ne faut pas faire, jouit de sa liberté, il nous ressemble beaucoup. Donc bien sûr, c'est très très riche, mais il s'arrête pas là. J'ai une deuxième citation pour vous, ouvrez les guillemets. Ce film s'adresse à un public large, mais aussi aux hommes d'âge mûr qui, jeunes, rêvaient d'une vie pure, mais qui progressivement, insensiblement, se sont transformés en cochons à force de travailler comme des fous. Eux qui, au nom des grands principes, luttaient contre le matérialisme et le mercantilisme, jouissent désormais de la société d'hyperconsommation. Alors je grignote un petit peu sur le c'est pour qui viendra plus tard, mais on comprend aussi un petit peu forcément à travers cette citation, surtout la deuxième, que Miyazaki parle quand même un peu beaucoup de lui-même à travers ça. Surtout que chez lui, la figure du cochon, elle est centrale. Si vous avez vu Chihiro, et surtout si vous l'avez vu un petit peu jeune, vous avez forcément été traumatisé par cette scène du début, où les parents de Chihiro, à force de manger, de piquer dans un buffet qui n'est pas le leur, se transforment en énormes cochons, et on comprend que les humains qui fautent dans ce monde-là se retrouvent ensuite exploités et potentiellement servis en tant que nourriture. Le cochon est central là-dedans. Et puis dans Mononoke, bien sûr, où parmi les esprits de la forêt qui défendent la forêt contre l'envahisseur humain, il y a ces cochons, sangliers, comme vous voulez, mais qui reviennent en nombre. Donc le cochon, il est là partout, mais il était même là avant, hein, puisque à côté de ça, Miyazaki, il adore dessiner des cochons, hein, il faut le savoir, et il se dessine lui-même d'ailleurs toujours en cochon. Et il s'est même construit une petite maison en bois à côté du studio Ghibli qui lui sert d'atelier, et il l'a appelé Butaya, soit la maison du cochon. Et si vous avez vu le documentaire sur Netflix Hayao Miyazaki et le héron, ce que je vous conseille ardemment de faire, vous voyez justement ce petit studio, et je me demande même s'il n'y a pas un dessin avec un cochon qui est accroché à la porte, ou voilà. Donc forcément, comme je l'ai dit, Marco, c'est Miyazaki tout craché presque. C'est un homme qui a perdu ses idéaux et qui s'est quelque peu coupé du monde pour ne plus penser qu'à lui-même et pour pouvoir continuer à faire ce qu'il aime. Miyazaki, ça aussi, c'est connu maintenant parce qu'il s'est suffisamment épanché sur le sujet, mais au fond de lui, c'est un marxiste convaincu. C'est-à-dire qu'il est
complètement à gauche sur l'échiquier politique, si vous voulez. Et ça, dans un Japon qui reste toujours très très conservateur, c'est pas du tout anodin. Mais c'est un marxiste qui a dû se plier aux logiques capitalistes pour faire exister son art, pour diffuser ses dessins, ses films, et qui s'exprime dans cette société-là. Et lui-même a bien conscience de tout ce à quoi il a dû renoncer pour en arriver où il est. Et Porco, c'est exactement la même chose. Avec tout ça, je vous y amène tout doucement, hein, mais on en arrive aux propos politiques du film, parce que oui, surprise, hein, il y en a un, et il peut se résumer à travers cette phrase qui est prononcée vers la moitié du film. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Je le disais en introduction, cette phrase est d'ailleurs toute une imagerie autour de Porco Rosso était ressortie pendant la campagne des législatives 2024, où bien sûr l'idée c'était de faire barrage à l'extrême droite, à toute cette idéologie-là, à la montée du fascisme, à la droitisation dans les médias, tout ce que vous voulez, pour bien se rappeler que les luttes antifascistes se poursuivent encore aujourd'hui, plus que jamais même, hein, tristement, un petit peu partout dans le monde. Et forcément, là encore, quand on connaît Miyazaki, alors il ne faut pas toujours mettre les mots des héros dans la bouche de leur auteur, mais là, bon, c'est très très clair. On sait que c'est Miyazaki qui s'exprime dans cette phrase et dans cette scène-là, où c'est justement l'ancien pote de Marco dans l'armée italienne qui vient le prévenir qu'il est sous surveillance, qu'il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont le fait de s'être rebellé, d'avoir eu des propos antipatriotiques. Et c'est pas exactement comme ça que c'est traduit en français, mais c'est ce que les sous-titres disent: exhibitionnisme porcin, ce qui le fait évidemment beaucoup rire. On comprend en clair que la différence, encore une fois, dans cette société-là, n'a pas droit de citer. Pour ce qui est de Porco, lui, qu'est-ce qu'il exprime à travers cette phrase aussi? C'est qu'il a vu ce que la guerre engendre. Il sait aujourd'hui ce que se battre pour son pays signifie. Il pense à tous les morts, à tous les pleurs, à tout ce que ça cause comme dégâts. Et il voit très très bien les dérives de la société autour de lui, tout en vivant en marge de celle-ci, mais purement par choix, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire ce choix-là. C'est un antifasciste convaincu, et l'État italien d'ailleurs, c'est le seul vrai ennemi du film, hein. Ils agissent en sous-main, on les voit poursuivre Fio et Porco. À la fin du film, c'est eux qu'il faut éviter une fois le combat terminé. Et ça, là encore, si vous êtes un adepte des films de Miyazaki d'une manière générale, c'est tout sauf une surprise, hein. Les États fascistes, militaristes ont toujours été les ennemis dans les films de Miyazaki. Je pense notamment au Château ambulant ou à Nausicaa, où on a ces nations qui souvent vont ramener la guerre dans des pays, vont avoir une politique très expansionniste, impérialiste même. La critique du Japon, elle se fait aussi à travers ça. Là, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus clair, d'autant que, bon, on connaît le contexte politique et géographique du film, je l'ai dit. Et puis en plus, la scène où Porco fuit Milan et se retrouve aidé justement par son pote dans l'armée italienne, on voit clairement la différence, même si elle est subtile, entre les deux avions. Ils sont tous les deux rouges, ok. Celui de Porco Rosso, il a même un drapeau vert et blanc. Lui aussi, il est quelque part patriote italien et fier de l'être. Mais sur son avion à lui, il y a un drapeau de la République italienne. Et sur l'avion de l'armée en face, au lieu du drapeau républicain, on a un emblème fasciste, à savoir ce qu'on appelle un faisceau de licteurs, qui est un emblème qui a été repris notamment par Mussolini de l'Antiquité romaine. Bon, on comprend bien qu'il y a eu une dérive et que le contexte, il est hyper clair. Et pourtant, il y en a encore certains qui refusaient de voir ça. On l'a vu à une certaine époque. Arrêtez de politiser Porco Rosso. J'ai vu passer ces messages-là justement pendant la campagne des législatives. Mais tout est déjà là. Et l'idée, c'est pas de dire que Porco Rosso est forcément un fervent communiste simplement parce que son avion est rouge. Alors oui, il y a aussi cette idéologie-là, très clairement, faut pas non plus la mettre de côté, mais c'est avant tout un antifasciste. D'autant plus qu'il sait très bien qui paye le prix de ces dérives-là, de façon très littérale, hein. C'est cette scène où Marco et Fio vont acheter de l'essence et où Fio, elle, est exaspérée par les prix exorbitants que ces paysans font payer à Marco. Et de l'autre côté, lui fait comprendre que c'est aussi la guerre qui engendre ça, et que dans ces villes-là, dans ces villages-là reculés, pour ces gens-là, la vie à cause de la guerre est de plus en plus difficile. Et on le voit également à travers la famille Piccolo, donc la famille de Fio, puisque ce ne sont plus les hommes qui travaillent dans cette entreprise, mais c'est forcément
forcément les femmes qui doivent venir prêter main forte parce que les hommes sont ou partis à la guerre ou morts carrément à la guerre ou alors ont dû aller s'expatrier, quitter leur ville d'origine pour pouvoir trouver du travail. Et c'est là où on arrive très concrètement dans la partie féministe du film parce qu'il a clairement cette portée-là. On pourrait se dire comparé à un Chihiro, à un Mononoke, à une Nausicaa par exemple, le fait d'avoir un héros qui est quand même un gros porc, si je peux me permettre, qui plus est un brin misogyne, hein, parce que quand il arrive dans le hangar de la famille Piccolo et qu'il se rend compte que c'est la petite fille de 17 ans qui va s'occuper des plans et de la rénovation de son hydravion chéri, il est pas ravi. Hein. Elle lui demande, est-ce que c'est parce que je suis jeune ou est-ce que c'est parce que je suis une femme? Et il lui dit, très clairement, les deux. Donc il a aussi bien un problème avec l'un qu'avec l'autre. Évidemment, sa vision, elle va très largement évoluer parce qu'elle est complètement dépassée et le monde y change aussi quand même en bien à cette époque-là, ce qui parle quand même aussi des années 90 à ce moment-là. Fio, c'est justement une certaine idée de ce monde qui avance, qui évolue et elle représente aussi le futur à la fin du film, alors qu'on comprend qu'il ne s'est pas non plus écoulé tant de temps que ça. Elle arrive dans l'hôtel de Gina avec un espèce de planeur quasiment futuriste. On comprend qu'elle a accompli tout ce qu'elle était censée accomplir. Elle est hyper talentueuse, elle est fière, elle est débrouillarde, elle se laisse pas démonter, jamais, même quand elle se retrouve au milieu de 20 pirates de l'air qui puent et qui veulent détruire justement son vaisseau. Elle fait appel à leurs instincts aussi, à leur fierté. Elle est hyper intelligente et courageuse, ce qui montre qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ni les femmes ni cette génération-là. Et puis parmi mes scènes préférées du film, il y a celle où on voit les femmes de la famille Piccolo qui arrivent une à une au hangar pour aider à la rénovation. Il y a la cousine, la belle-fille, les grands-mères, tout le monde s'y met, tout le monde est là ensemble à travailler d'arrache-pied. Et là encore, elles ont besoin de personne, hein, parce que le grand-père, certes, il supervise et c'est lui qui fait les devis et c'est lui qui épingle les factures. Mais à part ça, ce sont 100% les femmes qui font le boulot. Porco est pareil, hein, il s'assoit ou il s'adosse à un mur, il fume clope sur clope et voilà, il laisse le temps passer, il laisse faire. Et à l'arrivée, on a un produit qui est sublime. On pourrait même accentuer encore un peu le côté féministe avec une des premières scènes du film, avec ces petites filles que j'adore, qui se font justement enlever par les pirates de l'air et qui sont hyper contentes d'être kidnappées, qui se disent ah super, on va monter dans un avion, on va vivre une aventure extraordinaire. Elles sont courageuses, intrépides et elles sont dans l'action en plus, c'est-à-dire que quand elles montent à la tourelle où il y a un des pirates qui veut descendre Porco, elle l'empêche, elle dit non mais fais pas ça, et ou alors c'est non mais nous on voit rien, pareil à l'intérieur, elle désorganise un peu tout le monde, enfin elle se laisse pas faire, mais de façon hyper positive, hyper mignonne, hyper gentille. Elles sont juste hyper contente d'être là et c'est ce que je vous dis dans le côté l'ambiance globale du film. On a l'impression que tout le monde est à sa juste place, que ce soit vraiment voilà, ces petites filles, ces personnages secondaires, à Porco évidemment, et puis bien sûr Gina, dont je n'avais pas encore véritablement parlé, mais c'est un élément central du film. Elle refuse d'être simplement la belle qui attend dans son donjon que son être aimé arrive. Elle est elle aussi dans l'action. On comprend que c'est une résistante à sa façon qui intercepte les messages de l'armée italienne et qui offre à tous ces pirates, à tous ces marginaux, un îlot de paix, de sécurité. Elle en a vu d'autres. Là aussi, quand je disais les personnages qui ont du bagage, qui ont du passif, Gina, c'est pareil. On comprend qu'elle a été mariée plusieurs fois, qu'elle a perdu les hommes qu'elle aimait à cause de la guerre les uns après les autres. Et aujourd'hui, elle va pas ni tomber pour le premier bellâtre venu, ni attendre indéfiniment. Bon, avec tout ça, et alors que normalement, c'est une des choses dont j'aime parler en premier lieu, j'ai pas encore évoqué l'aspect visuel, l'animation du film. Il y a eu 250 personnes qui ont travaillé sur Porco Rosso, dont 90 employés de Ghibli à temps plein, sur une production qui s'est étalée sur 11 mois. D'ailleurs, c'est un élément marquant dans l'histoire de Ghibli, puisque c'est le dernier film du studio où tout a été entièrement conçu à la main. Les personnages, bien sûr, mais aussi les arrière-plans qui ont été véritablement peints en physique et non pas par ordinateur, non pas sur tablette graphique. Et ça offre des rendus qui sont exceptionnels. Enfin, on a beau savoir que c'est juste, entre guillemets, des arrière-plans, mais je les trouve magnifiques. On a envie d'aller vivre là-dedans, de venir se relaxer dans ces endroits, ne serait-ce que l'île dans laquelle vit Marco, mais même le bar, l'hôtel
qui est quand même exceptionnel. Chaque plan vu d'en haut, enfin, ça respire le bonheur, la quiétude, alors qu'on est dans un temps complètement troublé, mais on oublie justement tout ça. J'utilise comme arrière-plan pour mon PC, j'ai un dossier dans lequel j'ai mis plusieurs photos, plusieurs images de background de films Ghibli et qui tournent comme ça à intervalles réguliers. Et ceux de Porco Rosso, c'est mes préférés. Quand je vois que ça s'arrête là-dessus, mais je reste et je contemple. Et parce que je les connais très très bien, de les retrouver dans le film, mais je suis en admiration devant ça. Je pense qu'il y a ceux-là et il y a celui du château de Cagliostro que j'aime beaucoup. Là encore, il y a des décors qui sont assez magnifiques. Je trouve qu'on retrouve pas complètement ce cachet dans les films qui vont suivre. Peut-être que c'est justement ce dont je parlais un petit peu plus tôt, le côté un peu désuet, certaine nostalgie de cette époque-là. Mais ça fait partie de cette ambiance globale que j'adore dans Porco Rosso et qui va de pair avec la musique. La musique de Joe Hisaishi, ça fait pour moi partie de ses meilleurs scores. Il a travaillé sur quasiment tous les Miyazaki, du moins tous les Miyazaki époque Ghibli, il me semble. Et voilà, pour moi, on est très clairement dans le haut du panier. Alors c'est derrière Mononoke, parce que Mononoke, la musique emporte tout, encore plus quand on rajoute les albums symphoniques, et enfin c'est époustouflant. Et là, c'est tout l'inverse, justement. C'est intimiste, c'est léger, c'est à l'image du film, quoi. C'est beaucoup plus simple en apparence. Et pourtant, ça touche droit au cœur exactement là où il faut. Et ça, aussi bien pour les morceaux d'action que pour le thème central du film, celui de Marco et Gina. C'est parmi, je pense que Hisaishi a fait de mieux dans sa carrière. Ça me foudroie à chaque fois. Vraiment, je pourrais écouter ça en boucle. Mais quand je disais qu'il y a des choses comme ça qui me transportent, mais quand j'entends ça, je ferme les yeux et j'ai l'impression d'être ailleurs, où j'ai justement l'impression d'être à l'hôtel Adriano, dans ce jardin, à survoler l'Adriatique. Enfin, c'est le film synthétisé dans cette minute 30 de musique. Et c'est époustouflant. Voilà, je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Vous l'avez compris, il y a une ambiance pour moi qui se dégage globalement de ce film. Et puis, comme d'hab, chez Miyazaki, il y a une tonne de détails qu'on pourrait pointer du doigt et qu'on découvre ou qu'on redécouvre à chaque fois. Je me suis rendu compte là un peu plus particulièrement que le rire, la bouche de Porco Rosso fait un peu façon Totoro, quoi. Il a la gorge comme ça qui se déploie, qui prend quasiment toute la forme de son visage. Pareil pour les sourires des Mama Ayuto, des pirates de l'air. On a l'impression d'avoir le sourire de Totoro. C'est des reprises, je sais pas, c'est des petits clins d'œil, c'est juste la patte Miyazaki, mais ça contribue encore une fois à être dans un petit cocon de bonheur. J'espère qu'avec tout ça, vous avez compris que c'est plus qu'un Miyazaki, qu'un Ghibli mineur. Voilà, à chaque fois que je le vois, j'y découvre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, j'ai quand même un point à soulever qui est assez central, qui est assez primordial même en fait dans la conclusion de l'intrigue. Alors c'est un peu un gros spoil, mais je pense que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout seul. Dans l'épilogue, celui où Fio nous raconte la conclusion des personnages en voix off, on la voit arriver à l'hôtel Adriano avec son avion, son planeur si on veut. Et vraiment à la toute fin du plan, si on regarde bien, d'abord on voit les différents avions qui sont amarrés au ponton de l'hôtel Adriano, et puis de l'autre côté jardin, où on sait justement que c'est un endroit clé pour Gina notamment, pour Marco aussi. Et bien au bout de ce ponton-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tout petit avion rouge qui est amarré, et là forcément on comprend que où Marco des années plus tôt est enfin allé dans ce fameux jardin où l'attendait Gina, et qu'ils ont enfin eu la vie dont ils rêvaient ensemble, où il vient de le faire à ce moment-là. Et dans tous les cas, ça surélève encore un petit peu plus le film, et ça c'est vraiment un micro détail. On peut complètement passer à côté, même en le revoyant 10 fois d'affilée, je pense. Voilà, Porco Rosso, c'est un film qui me met dans ce petit cocon de douceur, qui me met la larme à l'œil très facilement, hein, que ce soit les visuels, la musique, juste tout ça réuni. En à peine 1h30, ça réussit à encapsuler à la fois une tonne d'émotions et à la fois tous ces sujets dont je vous ai parlé, qui sont quand même assez lourds, assez importants, et qui résument aussi une bonne partie de la carrière de Miyazaki, hein. Donc si ça, c'est pas un grand film, je sais pas ce que c'est. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste.
C'est la seule qui me reste du temps où tu étais encore un homme. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Vous êtes tous pareils, vous les pilotes. Vous méprisez les femmes. On est tout juste bonnes à vous attendre sur le débarcadère. Berlini, t'en vas pas, reviens. Tu peux pas laisser Gina. Je pars à ta place. Les pilotes d'hydravion, c'est l'élite. On peut pas trouver mieux. Ils sont à la fois les chevaliers du ciel et de la mer. C'est ce qui les rend différents de tous les autres. C'était l'enfer autour de nous. Ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Aux héros. Je suis un aventurier en fuite, recherché par la police secrète fasciste. Oh Marco, comment faire pour te délivrer de ce terrible envoûtement? Ce sera un duel à mort. Les meilleurs sont toujours ceux qui partent. L'armée de l'air vous a repéré. Arrêtez vos conneries. Voilà, elle est là, la deuxième bande-annonce dont je vous parlais un petit peu plus tôt. C'est un remontage qui a été fait par l'Absurde Séance de Nantes. Je l'ai prise sur leur chaîne YouTube. Je les créditerai bien sûr et je vous mettrai même le lien si vous voulez aller voir. Avec les images, ça fonctionne super bien aussi. Ça donne une autre tonalité au film complètement. On a l'impression qu'on va voir un grand roman dramatique, voire d'espionnage hyper plombant et triste, et quelque part c'est là, je vous en ai parlé de ces sujets, ils sont bien là, c'est pas juste une grande rigolade avec un cochon qui conduit un hydravion, tout ça coexiste et font de ce film l'un des meilleurs du studio Ghibli, ça je l'ai déjà dit. On va attaquer maintenant la partie contexte pour vous dire d'où ça vient Porco Rosso. Il faut savoir que le film est basé sur un manga de 15 pages à l'aquarelle que Miyazaki avait publié dans un magazine, un mensuel sur le modélisme qui s'appelle Model Graphics. Et ce manga avait été diffusé sous le titre L'ère des hydravions. Ils mettent en scène Marco, qui est un cochon pilote d'hydravion, mais qui fait aussi partie d'une escouade de cochons soldats parmi tant d'autres. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aussi en partie à la fin du film. Dans le générique de fin du film, on a plein de petites scénettes avec plein de cochons qui sont en train de faire la guerre ou qui montent dans des avions. C'est tiré de ça aussi. D'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse sur les cochons de guerre, cette espèce de Worms-like qui était sorti sur PlayStation où on combattait avec des cochons qui avaient plein de répliques à chaque fois qu'on les contrôlait. Voilà, si vous avez joué aux cochons de guerre, venez me dire dans les commentaires. Parenthèse refermée, petite capsule temporelle. Je reviens à ce manga L'ère des hydravions. En fait, c'est assez étonnant à relire aujourd'hui quand on a vu le film parce qu'il a beau ne faire que 15 pages justement. Il y a énormément de choses qui se retrouveront dans le film. Au final, on a quasiment la trame très simplifiée dont je vous ai parlé en début d'épisode. Les seules choses qui manquent et qui seront rajoutées dans le film pour épaissir le personnage de Marco, c'est Gina, qui n'existe pas dans ce manga, et le passé de Marco, justement, toute cette histoire aussi autour de la sédition qu'il a fait de l'armée italienne. Petite anecdote, mais qui ne va pas forcément nous servir à grand chose, ce manga il avait été publié en français dans un livre qui s'appelait Porco Rosso, la légende, qui avait été édité par Glénat pour correspondre avec la sortie du film en France. Ne le cherchez pas aujourd'hui, à moins de vouloir vider votre PEL. Il est épuisé, introuvable, à moins de passer par des sites de revente un petit peu obscurs. Je vous mets le lien en description de l'épisode si vous voulez aller jeter un œil à ces 15 planches de manga, pour aussi admirer quand même le coup de crayon, et là en l'occurrence le coup de pinceau à l'aquarelle de Miyazaki. C'est assez beau à voir, et c'est assez beau de voir surtout à quel point le film retranscrit ça, et à quel point il y a cette science du mouvement dans ce manga.
dans le dessin de Miyazaki d'une manière générale. Je pense qu'on sous-estime à quel point le monsieur est très très doué, même quand les images ne bougent pas. Mais avant d'en arriver à Porco Rosso, le long métrage, le film a d'abord été pensé comme un moyen métrage de 45 minutes qui avait été commandé par la Japan Airlines pour être diffusé dans ses avions pour divertir les businessmen japonais. Et ça devait être au départ un projet tranquille pour détendre les équipes de Ghibli qui sortaient de Souvenir Goutte à Goutte, qui est un film de Isao Takahata, qui avait été un projet assez long, assez compliqué. Et finalement, Miyazaki étant Miyazaki, pas du genre à faire les choses à moitié, le film est progressivement devenu un long métrage à mesure que lui y incluait de plus en plus d'idées, notamment guidées par la chute du mur, la chute de l'Union soviétique, et puis surtout la guerre d'ex-Yougoslavie à partir de 1991. Le contexte géopolitique influence énormément Miyazaki. C'est pas du tout quelqu'un de fermé, d'hermétique à ça. Au contraire. Et là, en l'occurrence, il avait sans doute besoin d'exprimer son ressenti sur cette période-là, son rapport au monde, de l'exprimer à travers ce film qui est donc finalement devenu Porco Rosso tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un film qui met aussi en lumière l'histoire très personnelle que Miyazaki entretient avec l'aviation. Si vous êtes fan de Miyazaki, que vous avez vu suffisamment de ses films, vous avez forcément remarqué que les machines volantes sous toutes leurs formes prennent une place hyper importante. Alors ce sont souvent des machines de guerre qui sont là pour détruire, mais pas que. Et ça remonte à tout petit, puisque le père de Hayao Miyazaki était directeur de Miyazaki Airlines, une entreprise d'aéronautique qui appartenait à son frère, donc l'oncle de Hayao Miyazaki, et qui fabriquait des gouvernes pour avions de chasse de type 0 durant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait dit dans une interview accordée au magazine Positif à Annecy en 1993, je cite, « Enfant, je détestais l'idée que la famille de mon père ait gagné de l'argent sur le dos de la guerre. » Mais forcément, ça l'a influencé, il avait mine de rien cet environnement autour de lui, et quand il était plus jeune, il était beaucoup plus doué pour dessiner des avions, des chars, des engins en tout genre, que des personnes. Et toute cette réflexion, toute cette passion pour l'aéronautique qui est en filigrane de toute sa filmographie, ça va se concrétiser en 2013 avec Le vent se lève, qui était jusqu'à la sortie du Garçon et le Héron son dernier film, un peu son film testament, qui est une biographie librement inspirée de la vie de Jiro Horikoshi, qui est le concepteur des chasseurs bombardiers Mitsubishi A6M, qui étaient donc ces fameux chasseurs zéro, qui ont finalement été célèbres, je mets des guillemets, comme étant les avions des kamikazes japonais durant la guerre du Pacifique. Mais finalement, ces chasseurs zéro, dans le film, on les retrouve assez peu, puisque ce sont clairement des avions des années 40. Et Miyazaki avait précisé dans une interview en 2014, après la sortie du Vent se lève, que lui, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les avions des années 20 et 30. Alors c'est très très précis, mais j'ai découvert justement en faisant des recherches pour ce podcast que c'est tout un pan de l'aéronautique. Et d'ailleurs, si vous voulez briller en société, le nom Ghibli, il est emprunté à un avion italien de 1937, le Caproni CA309 Ghibli. Et d'ailleurs, dans Porco Rosso, on voit un moteur de la marque Ghibli dans une scène où Marco et le père Piccolo entrent dans une pièce où il y a un moteur qui est là, qui va être celui qui va alimenter le nouvel hydravion de Marco. C'est en quelque sorte un clin d'œil inversé. C'est pas que il a donné à ce moteur-là le nom du studio, c'est que le nom du studio est d'abord une marque d'aéronautique. Donc voilà, la boucle était bouclée en quelque sorte, mais vous comprenez que l'aviation a une part hyper importante dans la vie de Hayao Miyazaki et dans son œuvre surtout. Je vous mettrai également en description le lien d'un article universitaire, en tout cas à vocation universitaire, qui recense tout, ou en tout cas une bonne partie des avions qu'on rencontre dans l'œuvre de Miyazaki, que ce soit des avions qui ont vraiment existé ou qui ont servi d'inspiration, ou alors des créations complètement imaginaires. Et Porco Rosso, bien sûr, s'inscrit à fond là-dedans. Il n'y a même pas besoin d'être un fan d'aéronautique pour se dire que quand même l'avion de Marco, il est giga ultra classe, il est hyper profilé, les courbes, etc. Je trouve ça sublime, vraiment. Pour revenir maintenant, pour finir cette partie contexte, sur justement le contexte de sortie en France de Porco Rosso. Alors je l'ai dit, c'est le 6e film, le 6e long métrage de Hayao Miyazaki, mais c'est uniquement le premier à sortir en France, puisque chronologiquement, son premier long métrage, Le Château de Cagliostro, est arrivé le plus tard chez nous. Il est arrivé en salle
uniquement en 2019. Il avait été exploité entre-temps en vidéo. Nausicaa est arrivé en salle en 2006, Le Château dans le ciel en 2003, Totoro en 99 et Kiki seulement en 2004. Donc pour certains, il a fallu 10-15 ans avant de pouvoir enfin les voir en salle. Porco Rosso, lui, il a mis quand même 3 ans à arriver. Chez nous, je l'ai dit, c'était 92 au Japon, 95 en France. Et ce sera la même chose d'ailleurs pour Princesse Mononoke. Sorti en 97 au Japon, il n'arrivera chez nous qu'en 2000. Mais là, ce sera le début de la vague Miyazaki, justement, avec 700 000 entrées, pour ce qui était quand même pas un film niche, parce que la culture de l'animation japonaise s'était déjà largement développée à la télévision principalement, mais ça marquera vraiment le début de cet engouement français pour le cinéma de Miyazaki, puisqu'ensuite, Le Voyage de Chihiro, qui lui mettra un peu moins d'1 an à arriver chez nous, c'est juillet 2021 au Japon, avril 2002 en France, lui, il réunira 1,4 million de spectateurs en France, donc le double de Mononoke. Et puis ensuite, il obtiendra l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc ce sera le début, on va dire, de l'acceptation du cinéma d'animation au cinéma en tant que noble art. Mais on partait de loin quand même, puisque je vous rappelle que Porco Rosso, c'était 170 000 entrées, ce qui n'est quand même pas top, alors qu'on avait fait en sorte de s'offrir les services de Jean Reno, donc qui était quand même un nom à l'époque, c'était aussi le début de la popularisation de ça. Et pour conclure d'ailleurs, pour revenir sur ce contexte de sortie à l'époque, j'ai pas pu m'empêcher d'aller choisir une sélection d'extraits de critiques de l'époque qui sont disponibles sur Allociné. Alors, c'est des extraits d'articles, j'ai pas les articles en entier, mais je trouve qu'ils sont chacun assez révélateurs de la façon dont l'animation japonaise était vue à l'époque. Je vais commencer par les incorruptibles. Je cite, « C'est grâce à ce genre de vision où éclate tout le talent de Miyazaki que le dessin animé japonais gagne ses lettres de noblesse. » Voilà, le dessin animé japonais gagne ses lettres de noblesse en 1995. C'est tout simplement ultra condescendant de dire ça dans la mesure où il existe déjà depuis des décennies et des décennies. C'est juste qu'on n'en avait pas forcément conscience ou qu'il n'était pas encore arrivé jusque chez nous. Mais il n'a pas attendu 92 et Porco Rosso. Mais bon, soit, passons. Passons à Télérama. Entré dans l'univers Miyazaki avec son dessin semi-réaliste, proche de la ligne claire d'Hergé et ses décors superbes, d'une minutie et d'une délicatesse rare. Bien sûr, là c'est beaucoup plus positif, mais j'arrive pas à savoir si le proche de la ligne claire d'Hergé, ça veut dire on est presque au niveau d'Hergé, dans le sens ouais, on n'y est pas tout à fait, ça ressemble un peu à du Tintin, mais c'est quand même en dessous, ou si c'est juste une espèce de comparaison pour faire en sorte que le public ait un référentiel qu'il connaît. Mais je suis pas quand même complètement convaincu. Et on termine avec Le Monde qui dit « S'échappant des lois nippones du dessin animé, ce film convainc par ses audaces ». Donc là, on est dans une citation qui n'a même pas conscience de sa condescendance, à savoir, il convainc, il est convaincant, il est réussi parce qu'il s'échappe de ce qui se fait habituellement dans l'animation japonaise. C'est un peu à dire que c'est un film d'animation japonaise, mais en même temps, c'en est pas vraiment un, et c'est ça qui fait que c'est un bon film. Et ce sera d'ailleurs quelque chose qui sera renouvelé presque à chaque sortie de nouveau Miyazaki, jusqu'au Garçon et le Héron en 2023, où je trouvais que d'un coup, parce que c'était un Miyazaki, il y avait toute la culture et tout le milieu culturel français qui était là, hyper enthousiaste. Il fallait absolument en parler dans des termes super élogieux et convoquer énormément de choses de courants artistiques des universitaires pour dire à quel point c'était génial, ce qui n'est absolument jamais fait pour le reste de la production, ou alors pour dire que, au hasard, c'est le nouveau Miyazaki, c'est digne de Miyazaki, à la Miyazaki, on se croirait dans un Miyazaki, etc., etc. Vous avez compris, c'est le seul référentiel un peu honorifique, prestigieux que la critique trouve. Et c'est à la fois, ok, une évidence et très bien, on va pas continuer non plus à faire la fine bouche et à regarder ça en se bouchant le nez. Mais d'un autre côté, il y a aussi autre chose, les gars. Essayez de bousculer un petit peu votre curiosité et d'aller au-delà de ça. Franchement, ça en vaut la peine, croyez-moi. On en arrive à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui
Porco Rosso, eh bien, Miyazaki lui-même y a un petit peu répondu, hein, j'ai donné sa citation. C'est quand même un film qu'il est assez difficile de conseiller à des enfants. Je dirais vraiment en dessous de 8-10 ans, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine conscience du contexte et des enjeux liés à la guerre. Alors la première, la seconde guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la montée du fascisme, qu'est-ce que c'est? Peut-être attendre qu'il commence à traiter ces notions, ces moments historiques à l'école. Miyazaki lui-même a traité son film d'absurde parce que justement ces thématiques-là, elles n'étaient pas forcément adaptées à des enfants. Je pense que ça fonctionne principalement avec des adolescents qui ont justement ce bagage-là. Et puis pour moi, au-delà de ça, c'est aussi tout simplement l'un des Miyazaki qui se prête le mieux à un public beaucoup plus adulte. C'est l'un des rares déjà dont le personnage principal est un adulte et pas une petite fille ou une adolescente, ce qui change quand même beaucoup de choses dans la perception et l'identification qu'on peut avoir. Et puis par ce contexte justement politico-historique, géopolitique, la montée du fascisme, etc. Et avoir quand même un certain recul sur cette romance aussi très mélancolique qui se prête à différentes émotions qui sont un petit peu plus complexes. Et surtout, et ça je le dis, et c'est valable pour tous les bons films, les Ghibli, les Pixar, etc. C'est un film à revoir à différentes étapes de sa vie parce qu'on n'y verra pas forcément les mêmes choses. Nous voici à la note pour replacer Porco Rosso dans le grand classement Letterboxd d'Animedia et ça va monter très haut, ça va monter jusqu'à 4,5 sur 5, on est quasiment tout en haut. Je vais aller assez vite parce que j'ai beaucoup parlé, mais les points positifs, ils sont en cascade, il n'y a qu'à se baisser, mais globalement, moi ce que je retiens avant tout, c'est cette ambiance, cette douce mélancolie qui s'émane du film. C'est jamais triste, mais c'est quand même, il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours cette sensation d'un temps perdu, d'un temps révolu. D'ailleurs, je l'ai même pas cité, mais le temps des cerises est dans le film, c'est pas non plus pour rien. Ça se raccroche aussi au côté idéologique, au côté positif, de parler d'un amour passé, d'un amour qu'on a perdu. C'est devenu aussi, après coup, l'emblème de la Commune de Paris, qui est un mouvement révolutionnaire extrêmement court, qui a été réfréné de manière très très brutale et sanglante. Là encore, si vous ne voyez pas le contexte politique, c'est que vous n'avez pas voulu chercher. Mais tout ça, c'est dans le film. Encore une fois, il y a cette richesse thématique, artistique. Le scénario, il a beau être simple, on pourrait presque dire simpliste. Non, c'est faux. C'est ces personnages qui sont forts, qui sont mémorables pour le coup. Ils marquent chacun à l'écran, il y en a assez peu, mais on s'en souvient. Le seul qui a peut-être un arc un peu abouti, c'est celui de Fio. Pour les autres, ça fait plus de l'ordre de la chronique de ce moment qui est entre deux guerres. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va malheureusement balayer tout ça. Mais pour l'instant, on est là, on en profite. Les arrière-plans sont sublimes. La musique de Joe Hisaishi est parfaite, quasi parfaite. C'est vraiment dans le haut du panier de tout ce qu'il a fait pour Ghibli et dans sa carrière d'une manière générale. Il y a ensuite tout ce discours féministe, pacifiste aussi, hein, puisque Miyazaki a toujours été un fervent pacifiste et antifasciste, bien sûr. N'oubliez pas, mieux vaut être un porc décadent qu'un fasciste. Et pour ce qui est des points négatifs, franchement, j'ai cherché, hein, je vous le cache pas, j'étais là, devant ma case de mon runner sur Excel. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir y mettre? Et franchement, j'ai eu beau chercher, je vois pas. Je vois pas quoi mettre là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que tu mets pas 5 alors? Parce que c'est pas non plus le film parfait et aussi pour laisser une marge d'écart avec ce qu'il y a en haut. Mais il y a en soi pas de défaut essentiel que je trouve à ce film-là. C'est bien sûr très subjectif, comme n'importe quelle critique, mais c'est un film qui me met dans un tel état d'esprit, qui me fait du bien, je pense, vraiment, que je devrais revoir plus souvent, que je peux décemment pas lui mettre de points négatifs. Pour le replacer dans le fameux classement Letterboxd d'Animedia, ça le place derrière Le Voyage de Chihiro. Voilà, je l'ai dit, il faut laisser de la place pour ce qu'il y a en haut, et ce qu'il y a en haut, c'est Chihiro, c'est mon top 1, Ghibli, Miyazaki. C'est complètement un truc de normie, il n'y a rien d'original là-dedans, mais voilà, en parlant de films qui n'ont pas de défaut, pour le coup, je trouve que c'est assez ultime à tous les niveaux. Pareil, ça devrait être un film que je devrais revoir beaucoup plus souvent que ça, mais il me touche énormément, et je le mets au même niveau qu'un autre film que j'adore, qui est un peu aussi dans ces tonalités-là, hyper feel good, bonne ambiance, qui est Kiki la petite sorcière, qui, j'ai l'impression, un Ghibli qu'on réserve un peu trop aux enfants et on oublie de voir tout ce qu'il a en lui.
Vraiment, ça encore, c'est un film à revoir. Et je le mets devant Le Château ambulant. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu le Ghibli ultime. J'ai l'impression que pour notre génération à nous, ça peut souvent être celui qu'on a vu en premier et celui qui nous touche par-dessus tout. Moi, je le mets un petit peu en dessous. J'ai un peu plus de mal avec la dernière partie, notamment dans le côté voilà, frénésie, richesse. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de tout. C'est un film assez chargé, mais globalement que j'aime bien. Il n'y a pas de souci, ne venez pas me pourrir dans les commentaires, s'il vous plaît. Et globalement, voilà, Porco Rosso, il s'inscrit complètement. Maintenant, c'est assez clair pour moi dans mon top 5 Ghibli. Il y a Chihiro, il y a Nausicaa, que j'adore. Il y a Totoro, bien sûr. Et puis, il y a Kiki, voilà, qui se fait sa place aussi là-dedans. Je pense que mon top 5, il est là. C'est le noyau dur. Il ne devrait pas bouger. Un jour, je vous parlerai de Princesse Mononoke. J'espère qu'il va ressortir en salle d'ailleurs prochainement. Cette année peut-être. Il ressort en Angleterre, aux États-Unis, je crois, dans une nouvelle version 4K. J'espère pouvoir enfin le découvrir en salle, mais peut-être qu'à l'occasion, je vous en reparlerai. Je vous donnerai mon avis qui n'est pas tout à fait dans les canons habituels. Avant de se quitter, petit moment auto-promo, une fois n'est pas coutume, puisque j'ai été invité dans une émission qui s'appelle le Club Poker Radio. Et oui, j'ai bien dit poker. Pourquoi poker ? Parce que je travaille dans le milieu du poker le reste du temps. Mais rassurez-vous, ça va parler de tout un tas de choses. Évidemment, on va parler podcast, on va parler cinéma, et d'autant plus que je serai accompagné d'un de mes amis qui s'appelle Victor Saumon, qui est réalisateur de films et qui est aussi créateur de jeux de société, et qui vient de sortir son nouveau jeu mi-mars qui s'appelle Popcorn, et qui est un jeu qui se passe dans le domaine du cinéma, puisqu'on est tout simplement gérant de cinéma, et on doit faire en sorte d'attirer le plus de monde possible dans notre cinéma en programmant des films et en développant nos salles. Ça va être diffusé en direct le jeudi 27 mars, donc le lendemain de la diffusion de cet épisode si vous l'écoutez le jour J. Et puis comme d'habitude, il sera disponible en replay pour ceux que ça intéresse. Je le mettrai là encore dans la description une fois qu'il sera diffusé. Donc venez écouter, ça devrait être un bon moment. On va parler pendant des heures d'un petit peu tous les sujets. Et puis si jamais vous aimez le poker, vous jouez au poker, venez me le dire aussi, puisque je serais curieux de savoir parmi mon audience qui est intéressé par ce jeu que j'aime beaucoup par ailleurs. Et pour m'en parler, habile transition, quoi de mieux que de venir sur mes réseaux sociaux, principalement sur Blue Sky, Instagram et TikTok, où je publie assez fréquemment des news autour du monde de l'animation. Et puis je vous donne tout simplement des nouvelles de moi-même. J'aime bien vous montrer mes petites découvertes animation. Le podcast, lui, bien sûr, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, et laissez-moi surtout le maximum d'étoiles, un like, abonnez-vous, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou Deezer, c'est hyper important pour faire ressortir le podcast des algorithmes, et je devrais dire cette phrase en début d'épisode à chaque fois. Mais écoutez, si vous êtes encore là à m'écouter après ce long épisode, merci beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on parle d'un Ghibli. Il m'en reste pas loin d'une trentaine à faire, donc il y a encore du boulot. Ce podcast va vivre encore pendant pas mal de temps, et à commencer par la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère vous y retrouver. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien et ciao.